Hey, Finto! Finta! Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopsier ses racines, décortiquer ses enjeux avec celles et ceux qui s'y engagent aujourd'hui pour demain, ici et maintenant. Alors, je ne suis pas Lola Cross, je suis Charlotte Iso, auditrice de Finta, rédactrice et amie aussi. Je suis aveyronnaise d'origine, ex-expatriée, un peu néo-rurale et plutôt urbaine de cœur. Je poste sur Instagram des photos de farceaux et de gâteaux à la broche. Je me demande chaque jour comment survivre en milieu rural sans voiture. Je ressens un sentiment de communauté que j'ai du mal à expliquer avec toutes celles et ceux qui disent chocolatine comme moi. Et pourtant, je constate un certain manque de diversité qui m'interroge pour élever ma fille en Aveyron. Alors forcément, les questions sur les façons d'habiter le territoire aujourd'hui, ça me parle. Et c'est selon moi la richesse de Finta. En juxtaposant toutes ces voix, tous ces portraits, Lola tisse une grande fresque, celle de la ruralité contemporaine. Mais pas n'importe laquelle. Une ruralité vivante, mouvante, qui a des idées, des initiatives, qui est curieuse et débrouillarde, forte de son passé mais tournée vers l'avenir. En fait, Finta, ça donne envie de s'engager, de déconstruire les clichés pour reconstruire ensemble. Pour toutes ces raisons, en écoutant la série Pionnière, je n'arrêtais pas de me dire qu'il était évident qu'il en manquait une, Lola elle-même. Car ce qu'elle apporte au journalisme de terrain, rural, sonore et indépendant, est tout à fait novateur et pertinent. Alors comme le podcast fête aujourd'hui ses 2 ans, je lui ai proposé de lui retourner le micro pour une fois, pour qu'elle nous parle d'elle et de Finta. Et on a voulu construire cet épisode avec vous. Vous nous avez laissé des notes vocales et on a relu tous vos petits mots depuis le début. Alors bienvenue à toutes et à tous dans un épisode spécial et participatif de Finta. Bonne écoute. Salut Lola et joyeux anniversaire. Salut Charlotte. Alors ça fait quoi d'avoir 2 ans? Ça rajeunit. Je suis un peu partagée entre le 2 ans déjà et 2 ans seulement. Et justement, raconte il y a 2 ans, comment tu te sentais au moment là, de publier le premier épisode. T'étais où? T'imaginais la suite comment? Alors, c'était précisément le 19 décembre 2020, donc jour de mon anniversaire à moi. J'avais déjà 3 épisodes enregistrés. Je me suis dit, allez, pour mon anniv, il faut que ce soit prêt et on le sort. Et j'étais très contente de livrer mon bébé, quoi, mon petit Jésus à moi, de le sortir de la crèche. Et ça faisait longtemps finalement que tu travaillais dessus? Alors, vraiment sur une idée de podcast... ça a germé 6 mois avant. C'était au début de l'été 2020. C'était pendant le confinement à peu près. J'étais sur un projet initialement de magazine. J'avais envie de penser un objet parce que je viens de la presse écrite et j'aime beaucoup l'écrit. Donc je travaillais depuis quelques mois sur une idée de magazine en Aveyron. Et donc c'est à ce moment-là, poussée par aussi l'énergie d'un confinement qui était très particulier, quoi, où on a un monde complètement à l'arrêt, chacun chez nous. Et donc, c'est là que l'idée du podcast a émergé, vraiment de traduire toute cette matière aveyronnaise par la voix, par l'audio. Et alors, je ne me souviens pas précisément comment j'ai vu la lumière, mais en tout cas, une fois que j'ai eu en tête cette idée de podcast, ça a aligné tout ce que j'avais envie de faire. Ça m'a paru évident, en fait. Si je devais dire quelque chose, ou plutôt retenir quelque chose, c'est pas tant un épisode en particulier ou une figure particulière, mais tout simplement le titre du podcast. Parce que Finto, pour moi, ça veut tout dire et c'est une idée de génie d'avoir choisi Finto. Finto, parce qu'en occitan, ça veut vraiment dire regarde ça en particulier. Regarde bien ce que je veux te montrer. Finto loup, finto quoi, finto quel type à qui. Finto, c'est regarder avec un œil intéressé, aiguisé, malicieux des fois même. Finto, c'est inviter quelqu'un à porter un regard bien particulier sur une chose, une situation, une personne. Et voilà, j'adore cette idée d'utiliser ce mot de la langue doc, la lingua nostra, comme on dit, ce mot d'occitan qui n'a pas de traduction aussi simple que ça en français finalement. Et Finto, c'est donc donner une intention dans le regard que l'on porte, tout en finesse, avec de l'esprit, toujours. Et je crois que ça résume bien tout ce qu'on peut retrouver dans les épisodes. Allez, al coqueve Finto. Et puis, c'est un peu un pied de nez à toutes les commères des villages que j'aime profondément et de leur dire que la curiosité peut avoir aussi plein de vertus et qu'on peut être des bonnes commères de village en regardant ce que font nos voisins. Et je crois que c'est
c'est l'idée de Finta, quoi, de dire... Puis ça réunit bien ce que le regard et la voix, en fait. Finta, c'est vraiment faire écouter les gens par la voix, mais toujours avec un certain regard, un regard particulier. Alors justement, c'est une bonne question pour que tu nous parles un peu de ton manifeste, justement. Il parle de donner une intention au regard, d'amener à voir ça en particulier. Comment tu choisis tes invités? Qu'est-ce que tu veux nous montrer avec Finta? Dans l'intention de base, moi, j'avais envie de donner à entendre plein de gens que je croisais en Aveyron pendant mes reportages donc pour la presse locale. En fait, quand on est journaliste de presse écrite, donc on rencontre des gens, on recueille leurs paroles, on prend des notes, on digère la matière pour en écrire un article. Donc parfois, ça passe par reformuler une phrase parce que tous, quand on parle, on finit pas toujours les phrases. Sauf que dans un article écrit, il faut finir une phrase. Donc en fait, en tant que journaliste de presse écrite, on a vraiment... on met beaucoup de nous dans les articles. Et moi, j'avais parfois un peu cette frustration de dire... en fait, cette personne-là, j'aurais eu envie de la donner à entendre en longueur et dans sa voix à elle, parce que la voix véhiculait beaucoup plus que ce que je vais arriver à traduire dans mes articles. J'avais envie de réunir tous ces gens qui ont choisi d'habiter ce territoire. Mon appétence pour les sciences sociales et la sociologie, je crois, ressort un peu à ce moment-là. Les épisodes de Finta, ils s'écoutent un par un, mais ils se regardent dans leur ensemble, je crois, parce que les invités se répondent d'une certaine manière. Et donc, j'avais envie de faire dialoguer, en fait, ceux qui ont toujours vécu ici, ceux qui y arrivent, comment on fait du commun tous ensemble, et surtout de donner du temps. Parce que je crois vraiment que on peut passer une vie à cohabiter sur un même territoire sans s'écouter, sans se parler, en se laissant guider par sa curiosité. Et c'est vraiment le pari que je fais avec Finta, c'est de dire, vous connaissez peut-être pas l'invité qui va parler aujourd'hui, écoutez. Pour en revenir au commère du village, de dire, juste en fait, en s'écoutant, et même si on n'est pas d'accord, parce que j'ai vraiment des points de vue hyper différents dans le podcast aussi, en fait, ça ouvre des horizons, et en s'écoutant, en longueur, en se donnant le temps de la nuance, on est capable de vivre ensemble, quoi. Et j'aime bien cette idée-là, un peu, qui peut paraître hyper naïve. Non, je crois pas. Donc c'est justement les valeurs, les vraies valeurs de Finta. Il y a vraiment le récit particulier, et tu vas du portrait individuel, du récit particulier, vers juste la fresque collective, vers l'histoire. Et on est toujours entre ces deux niveaux-là, justement, entre l'archive, parce que c'est aussi ça que tu fais avec ces voix, en laissant le temps, en laissant l'espace, en laissant la voix. Tu fais de l'archive, et en même temps, tu fais justement un travail de journalisme, et c'est en mettant à côté, c'est cette juxtaposition, je trouve, qui crée ce travail journalistique et qui est vraiment ta marque. Et j'avais relevé plusieurs commentaires, je vais en lire. Il y a Laurence, par exemple, qui t'écrivait « Tu offres à tes auditeurs des parcours où l'engagement, l'intérêt des autres, l'aller de l'avant sont présents. À mes yeux, tu remplis totalement ton rôle de journaliste, en donnant la parole tout en la questionnant simplement mais efficacement. » J'avais noté aussi Jules, qui dit « C'est un régal d'écouter Finta et de s'informer sur des acteurs locaux porteurs d'espoir. Cela redonne confiance en une forme de journalisme différente qui fait de nous des acteurs de notre devenir. » C'est quoi le journalisme aujourd'hui, le journalisme rural, le journalisme de terrain? Peut-être particulièrement en milieu rural, le journalisme, il a une vraie vertu de lien social. On le voit avec essentiellement les journaux qui sont sur toutes les tables, sur tous les comptoirs, qui passent de main en main et la puissance de la presse locale, c'est son maillage. C'est d'avoir des correspondants dans chaque village. Il y a une forte tradition, c'est important pour les gens ici. C'est important. Et c'est souvent raillé. On se moque de la presse locale qui fait des tartines sur le kin du village, le repas des chasseurs. Moi, quand je travaillais à Centre Presse, j'adore cette idée que la page la plus lue, c'est celle des deuils, c'est le carnet. Mais ça veut tout dire de ce qui est attendu, en fait, par les abonnés. C'est de garder le lien avec d'abord le village d'à côté et puis le département. Et j'aime vraiment beaucoup, moi, ce lien-là, parce que... Et il y a d'autant plus... Enfin, non, pas d'autant plus. Je pense que tout journaliste se doit de
de travailler avec une extrême rigueur, quoi. Et particulièrement aujourd'hui où l'info va plus vite que nous, où on est en permanence en train de commenter de l'actu chaude qui est déjà périmée au moment où on est en train d'en parler. Et en plus, il me semble, dans ton expérience du terrain, tu te confrontais des fois aussi à une certaine défiance aux médias en général. Hein. Ah, mais c'est vraiment constitutif de Finta. Et moi, de mon rapport au métier, elle est présente partout, cette défiance. On le voit, on parle beaucoup de fatigue informationnelle. On a tous dans notre entourage, et peut-être particulièrement là au repas de Noël, 3 oncles sur 4 qui vont nous dire « Moi, j'arrête de m'informer. De toute façon, on n'en peut plus. C'est que du négatif. » C'est clairement... Et je suis la première à être saoulée quoi, par cette information-là qui, en plus de nous déprimer, nous pousse à l'inaction. Parce que on parle d'enjeux qui nous dépassent, à donner un peu d'espoir et concrètement un peu d'enthousiasme dans du collectif. Et moi, c'est ce qui m'inquiète et me donne aussi envie d'agir. Et c'est ce que vraiment j'ai envie de faire avec Finta. Mais comme moi, je m'engage vraiment dans un journalisme qu'on appelle un journalisme de solution. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu aux 5 questions habituelles du journaliste, qui sont le qui, quand, où, pourquoi, comment, on rajoute le « et maintenant ». On enclenche la phase d'après qui est de dire que le journaliste, il est celui qui partage l'information, qui donne à savoir, mais on donne au lecteur les leviers pour agir. Moi, je crois beaucoup à l'échelle locale. Je crois qu'on a besoin de vivre dans des communautés qui sont à une échelle palpable. On a besoin, et même si c'est parfois hyper étouffant, de connaître un peu son voisin, de connaître l'écosystème villageois. C'est le 3e épisode de Finta qui en parle beaucoup avec Vincent Benoît, que je trouve absolument passionnant. Mais on a besoin de connaître cette échelle-là pour savoir qu'on a chacun une place à prendre, un rôle à jouer. Et je crois que le journalisme peut accompagner à cet élan collectif, en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de le porter. C'est tout à fait juste ce que tu dis sur l'échelle humaine. Et c'est peut-être ce qui fait justement vraiment un des particularismes de Finta, que ça donne ces envies d'agir. Il y a un côté excitant dans Finta, quoi. Il y a un côté vibrant. On ressort de certains épisodes en se disant oh, j'ai envie de faire ça. Et il y a énormément d'auditeurs et d'auditrices qui te font ce retour-là. Ça leur a donné envie soit de s'intéresser à un sujet, soit d'aller rencontrer quelqu'un, soit de s'engager ou de réfléchir. Et c'est peut-être pour ça qu'on aime autant Finta aussi, en fait, parce que ça fait bouger des choses. On parle justement de la question de l'inspiration, d'inspirer les autres. Je sais qu'une fois, tu m'avais dit que tu n'aimais pas spécialement le mot inspirant, et pourtant c'est aussi ce que tu fais. Pourquoi t'aimes pas ce mot déjà? Pourquoi je ne l'aime plus? Non, parce que je trouve qu'on l'entend un peu trop à toutes les sauces et que c'est devenu un argument marketing, quoi. Okay. Je crois qu'il y a un peu de ça. Mais il n'empêche, si on revient à la racine du mot, je l'aime beaucoup. Et en fait, moi, je me nourris beaucoup de gens qui m'inspirent. Je fais partie de ceux qui croient qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout lire, pour tout voir, pour creuser tous les sujets qu'on voudrait creuser. Et donc, en fait, en rentrant dans les sujets par des personnes qui y ont consacré leur vie, qui s'y intéressent, ça va de suite plus vite, quoi, pour rentrer dans un sujet. Et moi, c'est en ça que j'ai besoin d'inspiration. J'aime m'inspirer. Et c'est pour ça que je recherche des profils inspirants dans Finta. Mais bon, voilà, c'est un peu un mot valise inspirant. Et c'est pour ça que tu as fait la série Pionnière, parce que du coup, être pionnier, et pionnière, c'est le premier niveau de l'inspiration, c'est celui qui ouvre la voie aux autres. Moi, je suis pleine d'admiration pour les pionniers, les pionnières. En fait, c'est hyper difficile de passer premier, quoi. Un jour, de se réveiller, de se dire, bon, là, il y a un truc qui roule pas dans ma vie quotidienne, dans ma condition sociale ou de genre. Enfin, il y a un truc qui va pas. Et tout seul, je prends mon bâton de pèlerin et je vais défricher le chemin. Enfin, c'est quand même des forces de caractère qui me laissent complètement admirative. Et il n'y a personne qui se considère pionnier dans sa vie. Enfin, moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées en disant « Coucou, je voudrais bien vous interviewer dans la série Pionnière », elles m'ont tout dit « Moi, pionnière, ça veut rien dire. Je suis pas du tout pionnière. Et puis, je l'ai pas fait toute seule. Et puis... Tu sais que là, tu m'ouvres un chemin énorme pour juste te dire que tu réalises que Finta, c'est un gros travail de pionnière quand même. Parce que ce que tu fais, justement, est tout à fait novateur
En fait, aujourd'hui, c'est tous les commentaires que je reçois qui me font toucher du doigt que je réponds à quelque chose. En tout cas, que je réponds à un besoin formulé ou pas, mais t'imagines cette angoisse de se dire bon, allez, aujourd'hui j'y vais, en plus je suis pionnière. Ça n'existe pas. Ces femmes-là, en plus, elles ont été invisibilisées, particulièrement dans des milieux ruraux où on a assez peu d'archives. Enfin, je sais pas, si on pense à des femmes pionnières, on va toutes penser à Simone Veil, à Lucie Aubrac, à des grandes figures nationales, mais on manque parfois de récits locaux pour se dire, en fait, c'est possible. Marie-Thérèse Lacombe à Camboulazé, Sarah Sengla, toutes ces filles que j'ai eues. C'est un travail d'utilité publique de faire, de donner la voix à ces personnes-là. C'est les réinscrire dans l'histoire, leur redonner leur place. Ouais, et ça fait partie, en fait, pour des jeunes filles en Aveyron, mais même pour des garçons. Enfin, vraiment, je crois que de leur dire, c'est possible, en fait. Tout à fait. On va écouter une auditrice qui parle de ça, justement. Je voulais te partager un des épisodes qui m'a le plus plu. Je suis Lorraine et pas du tout aveyronnaise. Et grâce au podcast sur le documentaire Elles vivent ici avec Josette Hart et cette femme pionnière et inspirante. Donc je te remercie pour ce beau podcast que tu permets d'écouter et qui permet de sensibiliser au monde rural au-delà de l'Aveyron. Un autre commentaire de Emma qui dit tout simplement « Je suis expatriée à Paris pour mes études de journalisme. Ton podcast m'inspire beaucoup. » Voilà. Juste ça. Ouais, ça fait trop plaisir de savoir que Finta fait écho, quoi. Ouais, que ça permet d'abord de passer un bon moment et puis après d'ouvrir des questions et puis ça me permet de dire, d'entendre ces deux témoignages que je veux pas faire de l'Aveyron pour l'Aveyron par l'Aveyron, loin de là. Et est-ce que tu peux revenir sur cette question de à qui tu souhaites parler Alors moi, au début, quand j'ai pensé Finta, je voulais m'adresser à la tranche large des 25-45 ans, en me disant que c'était peut-être à eux que la presse locale parlait le moins, alors que c'est la génération qui, concrètement, est en train de choisir de vivre ici. Et donc, c'est à eux que j'avais envie de donner de la matière. Je me rends compte, après 2 ans, que en fait, je touche des publics de tous les âges, mais beaucoup d'expatriés. En fait. Ouais, j'ai l'impression que Finta, c'est un peu... c'est souvent un remède au mal du pays. Il y a beaucoup de retours dans ce sens-là. Ouais. Et dans l'autre sens aussi, peut-être plus surprenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent aussi le territoire aveyronnais grâce à Finta, en fait. Tu les ramènes vers ici. Un peu, ouais. Alors, je crois que c'est des gens qui ont quand même une appétence pour les territoires ruraux, j'ai beaucoup de retours de personnes qui sont originaires du Lot, du Tarn, de la Lozère, voilà, de départements qui sont un peu dans la même typologie que l'Aveyron, qui s'y retrouvent. Mais c'est ce que je te disais, c'est que je veux pas parler qu'aux Aveyronnais, dans le sens où on n'a pas vocation à vivre en vase clos, et je ne le souhaite pas du tout. J'avais noté, toujours cette question de la cible, un commentaire que j'avais trouvé intéressant. Martine te dit « En qualité d'Aveyronnaise expatriée », donc on retrouve cette idée de l'expatriation, « j'ai écouté Finta avec ravissement ». Et elle ajoute « PS, je m'en vais voir ce qu'est exactement un podcast, un terme un peu moderne pour moi. » Et c'est intéressant ça aussi, justement, parce que tu pensais toucher une certaine cible et tu te retrouves un peu avec une autre. Tu apportes aussi quelque chose de novateur dans ce sens-là. J'explique encore ce qu'est le podcast, en fait, beaucoup. C'est quoi le podcast ? Le podcast, c'est tout simplement un contenu audio qui s'écoute en dehors des radios. Je savais en lançant le podcast en Aveyron que c'était pas ancré dans les habitudes comme ça peut l'être beaucoup dans les villes. C'est un format qui est très urbain jusqu'à présent parce qu'on l'écoute beaucoup dans les transports en commun, qu'on a ce temps-là de trajet qui le permet. Mais tu as beaucoup d'auditeurs qui disent écouter sur leur transport, non pas en commun parce qu'ici ce n'est effectivement pas la réalité des choses, mais dans les transports en voiture parce qu'ici on se déplace beaucoup en voiture. C'est quand même
une habitude à trouver. Mais une fois qu'elle est entrée dans le quotidien, en fait, c'est un format qui permet de découvrir énormément de contenu de niche. Et il y a aussi la question de la modernité, en fait. Parce que là aussi, il y a pas mal de retours dans ce sens-là. Les gens trouvent que ce que tu fais est moderne. En fait, le podcast en lui-même donne cette image dynamique. C'est le retour que j'ai d'expatriés, de jeunes expatriés qui me disent merci de nous faire découvrir l'Aveyron sous cette forme-là, parce que c'est pas des jeunes qui, à Noël, vont demander un bouquin sur l'Aveyron. Moi, je peux, en fait, avec Finta, être assez réactive sur des sujets qui montent en Aveyron, tout en traitant des sujets un peu intemporels. En fait, là, tous les épisodes continuent à vivre. Depuis le premier qui a 2 ans, il n'y a rien de périmé dans ce que me dit Cynthia dans ce premier numéro. Donc, en fait, je pense qu'il y a cette fraîcheur. Oui, mais elle n'est pas liée que au support podcast, je pense. Elle est aussi liée à la façon dont tu le traites, au-delà du stéréotype, en fait. En tout cas, ouais. Alors, c'est le regard aussi. C'est le regard, peut-être, parce que, aussi chauvine que je sois, je refuse de raconter l'Aveyron que par ce prisme-là. On est tous d'accord qu'on aime la Ligo, qu'on adore la saucisse, qu'il faut bien manger, beaucoup boire. Voilà, tous ces clichés qui collent à l'Aveyron, mais aussi des valeurs de travail, de solidarité. Je partage cet héritage-là. Enfin, voilà, comme tout le monde, j'ai grandi dedans. Et je trouve que ça permet au département d'avoir une identité dont on est fier, qui est aussi positive, en fait. On parle de l'Aveyron comme d'une ruralité heureuse. On n'est pas... Alors, bien sûr, il y a des poches, je pense à l'ouest du département, qui est un bassin minier, qui a ses cicatrices industrielles. Mais on a cette image, en fait, dont on est chacun les ambassadeurs d'une ruralité heureuse, en fait, où on partage un bien-vivre ici, dont je suis très fière. Mais ça ne peut pas tout dire du département. Et justement, j'ai plutôt envie de questionner comment l'Aveyron, avec ce passé-là, avec ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on a à dire ici ? Je fais vraiment partie de ceux, je crois. Enfin, c'est un peu brouillon. Mais je me souviens de mon école de journalisme. Donc, j'étais formée à Paris. Et on me ramenait toujours à mon accent. Et on me ramenait toujours à l'Aveyron. Avec un peu le sous-entendu, essuie-toi les pieds en rentrant quand même, au cas où tu sois revenu avec toute la boue du département, quoi. Mais j'ai toujours eu à cœur de montrer qu'on avait plein d'autres choses à dire. Et moi, on m'a toujours envoyé en tant que journaliste que si je voulais réussir, c'était à Paris. Et il fallait que je parte de l'Aveyron pour réussir. Alors, chacun traduit et met ce qu'il veut derrière le mot réussir. Moi, j'ai toujours vraiment voulu prouver à ma promo, à mes profs, que j'avais plein de choses à raconter sur ce territoire. Et pas que la boue, et pas que les agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont partout dans le territoire, mais ils n'ont jamais été aussi peu nombreux. Et donc, on est un département qui, même avec ce passé-là, est en train de se réinventer parce qu'on ne peut pas tous travailler dans les fermes comme c'était le cas il y a 100 ans. Donc, c'est des exemples de résilience, d'adaptation, d'innovation, d'entrepreneuriat, nos territoires. Et j'ai plus envie de témoigner de ça que de rester dans le cliché qui se résume en 3 phrases. Et voilà, on a déjà tous fait le tour, en fait. Ouais. Merci pour ça. Je voulais revenir un peu aussi sur justement le rapport au passé. Tu as fait 2 séries documentaires, tu appelles ça des documentaires sonores, une sur l'histoire du Larzac et l'autre du bassin minier de Cazevillois, que je trouve, alors vraiment personnellement, je les trouve absolument passionnants. C'est hyper bien fait, c'est hyper intéressant, la façon dont tu mets les voix justement des actrices et acteurs de cette histoire en valeur, c'est vraiment une grande réussite. Quelle est la place du passé dans Finta, justement, parce qu'on parle beaucoup d'engagement actuel, de tout ce des initiatives actuelles, des enjeux d'avenir, mais quelle est la place du passé dans Finta ? Moi, je suis hyper attachée à comprendre d'où on part pour savoir où on va. J'ai besoin de comprendre un sujet pour le traiter. Et souvent, le comprendre, c'est un peu de remonter dans le passé. Et à la fois, je ne suis pas historienne, mais justement, moi, j'ai plutôt envie de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on voit dans le rétroviseur pour avancer ? Et donc, tous les documentaires sonores, il n'y en a que 2 pour l'instant, mais le Larzac et Mine de rien à Decazeville, en fait, je les ai pensés en 3 parties. Et il y a toujours
la partie historique dans la première partie, avec des témoins qui ont vécu cette histoire-là. Donc souvent des petits papiers mamie. Il y a l'épisode central qui est un peu le moment de la bascule. Alors sur le Larzac, c'est vraiment les 10 ans de lutte paysanne. Dans le bassin, c'est les grandes grèves des années 61-62. Et le dernier épisode, c'est systématiquement ancré dans le présent avec, sur le Larzac, les agriculteurs d'aujourd'hui qui héritent d'un système foncier. Et dans le bassin, tous les enfants de mineurs, les petits-enfants, à qui on a transmis plus ou moins cette mémoire, mais qui, en tout cas, aujourd'hui, sont les acteurs, quoi. Je ne veux pas m'arrêter au passé, parce qu'il y en a d'autres qui le font. Enfin, vraiment, c'est le rôle des historiens dans ce cas-là. Et je pense à Pierre-Marie Terral, qui est un super historien sur le département, qui a beaucoup documenté la lutte du Larzac. Je pense à Daniel Croze et à Roger Lajoie-Mazenc, à Decazeville, voilà, des journalistes, des auteurs qui vraiment ont une place énorme en tant que mémoire vivante et qui ont archivé le territoire de plein de manières. Mais moi, je rejoins le journalisme de solution, en fait, où il faut toujours arriver à « et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette histoire qu'on a en commun ? Qui est-ce qui l'apporte ? Qui est-ce qui en est l'héritier ? Qui est-ce qui l'a fait bifurquer ?» On peut la questionner, cette histoire. C'est pas parce qu'elle nourrit un imaginaire collectif qu'il faut s'y arrêter. Donc, toujours la repenser, en fait, aujourd'hui. Et après, franchement, moi, si je m'écoute, je ferai des séries entières avec des petits papiers, des petites mamies, parce que j'adore, en fait, tout ce qu'ils ont à dire. J'adore. Et parce qu'il y a ce côté archive aussi. Peut-être une certaine... on se rend compte, des fois, une certaine peut-être urgence aussi à archiver certaines choses avant pour pas les perdre. Exactement. Il y a vraiment des voix... je pense à Roger Béteille, je pense à André Valadier, Marie-Thérèse Lacombe. Toutes ces voix-là, même si... Je n'ai pas envie de dire qu'elles appartiennent au passé, parce qu'en fait, ce qu'ils nous laissent, qu'on a plein de choses à faire de leur témoignage. Mais il y a forcément une sensibilité pour les papiers mamies qui ont des mémoires bien pleines. Ça me renvoie vers un commentaire que t'as écrit Bernard, qui aborde plusieurs points des choses dont on vient juste de parler. Il dit « Ce petit mot pour te dire à quel point nous avons apprécié tes podcasts sur le bassin de Decazeville. C'est remarquable et très bien senti. Tu as su parfaitement faire émerger les points sensibles et tellement spécifiques de ce bout de Rouergue. Merci donc pour ce travail de mémoire que nous avons écouté avec passion et intérêt, la gorge nouée par l'émotion évidente et, osons le dire, quelques larmes dans les yeux. Longue vie à Finta. » Je trouve intéressante l'expression travail de mémoire. Il y a aussi, ça m'amène vers un autre sujet, mais il y a aussi cette question aussi de l'émotion. Il parle de gorge nouée. J'avais noté aussi Olivia qui dit qu'elle avait aimé ces formats-là. Elle dit « Je pense que mes parents aussi auraient beaucoup apprécié d'écouter l'histoire de la mine via ce format. » C'est la puissance de la voix. Ouais. Enfin, clairement, la voix, elle amène tout. Hein. Elle amène l'authenticité, l'émotion. J'aime bien dire que dans chaque épisode, il y a plein de points d'accroche, dans le sens où chacun, qui qu'on soit, d'où qu'on l'écoute, on va pouvoir s'identifier à un moment dans l'épisode. Donc ça peut être s'identifier parce qu'on est complètement d'accord, parce que ça nous rappelle un moment de notre vie, mais aussi en opposition. Ça peut juste réveiller un questionnement et nous nourrir en sens inverse. Mais c'est la puissance de la voix. Et c'est là que, quand je te disais qu'au début, Finta, je l'avais pensé pour être un magazine écrit, et qu'en fait, l'évidence du podcast, elle se révèle là, c'est que la voix, elle est chargée. Ouais. Et elle dit plein de choses. Et il y a tout. J'aime beaucoup ça aussi dans les silences, dans les hésitations, que je garde au montage au plus possible. Ouais, ça dit beaucoup de choses en creux, en fait. Il y a quelque chose aussi sur lequel je t'ai un peu moins souvent entendu t'exprimer, et moi qui m'intéresse, et je pense que je suis pas la seule. On aimerait bien savoir un peu, connaître un peu les coulisses de Finta, vraiment le faire. Comment tu fais, comment tu prépares un entretien, comment tu contactes les invités. Bon, t'en as parlé un petit peu au fil de l'entretien, mais comment tu réalises au niveau technique, comment tu enregistres, montes, publies, avec qui tu travailles. Est-ce que t'es toute seule, est-ce que t'as des intervenants, voilà, un peu ça, toutes les coulisses là. En gros, le gros travail de fond, c'est de faire de la veille, d'être toujours en veille sur l'actualité aveyronnaise, voilà, identifier des noms, des figures. Donc tout ça, c'est mon travail de base de journaliste, en fait, d'être en veille.
Une fois que je prépare une saison, comme je te disais, j'essaie d'alterner les profils, les hommes, les femmes, les lieux de vie sur le territoire. Donc j'essaie d'avoir un regard, une hauteur sur l'ensemble de ma saison pour qu'elle soit diverse. Donc après, je contacte la personne, je lui demande de trouver un moment où elle va pouvoir m'accueillir chez elle. J'aime être accueillie chez les gens, en tout cas dans un lieu qu'ils ont choisi et qu'ils aiment, pour installer une ambiance qui est familière et qui, eux, les rassure. Je vais chez eux, donc j'enregistre, donc je sors mes 2 micros, mon enregistreur, mon casque. Là, je lance l'enregistrement. J'ai très peu d'invités qui me demandent les questions en amont, et j'aime pas trop les donner. Bah, parce que tu les as pas, forcément, non? Ah si. J'ai des fiches et j'ai mes questions écrites. Ah oui, ça, je te l'ai pas dit. Tu arrives à suivre le fil, parce que c'est justement ça, tu dois l'abandonner souvent, ce fil. Je finis par l'abandonner, mais moi, j'ai besoin de cette structure, en fait. J'ai une manie un peu qui colle avec la ligne de Finta, c'est d'avoir 3 parties. Donc, je commence toujours par la première question, où est-ce qu'on se trouve? Ça enchaîne assez rapidement avec le lien au territoire et le pourquoi la personne a choisi de vivre ici. C'est très souvent lié à son projet engagé, au pourquoi j'ai choisi d'aller voir cette personne. Donc, on enchaîne sur cette partie-là du parcours personnel. Et je finis par une grande partie qui est souvent l'ouverture au commun. Qu'est-ce qui fait que son parcours à elle, très précisément, peut donner envie, peut inspirer, peut s'élargir. Et pour finir par la question rituelle, en quoi est-ce que tu crois? Donc en fait, je risque d'y avoir droit d'ailleurs. Moi, j'ai toujours cette structure en fait qui m'aide à préparer. Donc en fait, avant d'aller voir l'invité, je documente énormément tout ce que je peux trouver sur la personne. Il y a des personnes sur lesquelles j'ai beaucoup de choses. Il y en a d'autres sur lesquelles je n'ai absolument rien. Et donc, l'un comme l'autre est stressant parce qu'en fait, celui qu'on a déjà entendu 10 fois, il faut le faire sortir de son rail. Enfin, je ne vais pas le bousculer, mais en tout cas, aller chercher une sensibilité, quelque chose, creuser un peu plus un aspect de son parcours. Et la personne sur laquelle je ne sais rien, ça me donne un peu des moments gênants. Donc, vous êtes arrivé en Aveyron en 2018? Pas du tout. Ok, alors dites-nous. Voilà, donc il y a des loupés comme ça au micro, mais bon, qui sont... je n'ai rien trouvé sur la personne, ou en tout cas, ce que j'ai lu, c'est vaguement une brève dans un blog ou la présence sur un salon professionnel. Bon, voilà, c'est pas toujours des infos super fiables. Mais j'arrive avec ma petite fiche cartonnée, ça tient sur un petit Bristol tout petit. En fait, j'ai besoin de ce cadre pour dire que je maîtrise le sujet. Que la vie de la personne, les imbrications, les virages, je les ai en tête, je vois à peu près sa philosophie. Et après, elle peut m'amener sur le terrain qu'elle veut. Moi, je suis rassurée par le cadre que je connais d'elle. Donc après, je laisse aller la conversation. Si vraiment il y a une question que j'avais notée, qui me tient à cœur et sur laquelle on n'est pas venu, elle va peut-être arriver à un moment un peu décousu et je verrai ensuite dans le montage si je la fais remonter ou pas. Et tout ça pour dire qu'il y a très peu d'invités qui me demandent les questions. En tout cas, quand ils me le demandent, je leur donne les grandes lignes. Je leur dis, moi j'ai identifié ça, ça et ça, donc je voudrais qu'on parte de votre rapport au territoire. Ce que je viens de te dire, les grandes parties en fait, et ça les rassure. Ça rassure, ouais, tout simplement. Et après, ils se laissent aller. Une fois que j'ai enregistré, j'ai toute la partie montage à faire. Donc le montage, c'est le découpage. J'essaie de tendre vers le moins de montage possible. Donc ça, c'est en avançant que j'arrive à mener mieux mes interviews pour avoir moins pas de déchets, mais en tout cas d'aller-retour, de digressions qui sont impossibles à monter derrière. Donc ça, j'essaie de l'optimiser un peu et aussi pour être hyper fidèle en fait à la conversation qu'on a eue. Donc ça, c'est la partie que je fais. Une fois que j'ai monté et que je me suis remise dans l'ambiance de l'entretien, j'écris l'introduction et la conclusion de l'épisode. Qui sont toujours super bien écrits, je trouve. Justement, je le signale parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez Finta. C'est toujours un plaisir de t'écouter sur les introductions et c'est assez brillant. Moi, je pense que tu pourrais en faire un livre. Ça me permet vraiment, c'est mon plaisir de retrouver l'écriture en fait dans ces moments-là parce que j'écris l'introduction. Tellement bien. Et donc et en fait, ça me permet aussi d'éditorialiser. Donc je reviens à la rigueur journalistique en fait, de remettre des choses qu'on va se dire dans l'épisode dans le contexte, de donner des limites, de contextualiser la personne aussi pour dire, je sais pas, j'ai pas en tête, mais quelqu'un qui a eu par exemple André Valadier, il a un parcours syndical politique tellement riche
que j'ai pas eu envie de garder tout ça dans notre conversation. Donc, je le résume en introduction. Comme ça, je ne prends pas l'auditeur, j'allais dire le lecteur, en traître, en lui disant, c'est lui, cette même personne qui a eu toutes ces vies-là, mais dans le podcast, on ne va pas pouvoir tout dire, donc je le recontextualise. Et en fait, moi, ça me permet d'éditorialiser chaque épisode de l'introduction. Une fois qu'elle est écrite et la conclusion aussi, je rebranche tous mes micros, je réinstalle tout le studio pour enregistrer cette partie-là. Et après, tous ces bouts de son, donc l'introduction, le montage et la conclusion, je les envoie à un ingénieur du son qui s'appelle Mathieu Viguier, avec qui je travaille, qui est à Toulouse. Et lui fait la partie mixage. Donc le mixage, c'est vraiment l'équilibre des voix, nettoyer le son, toutes les imperfections, mettre en musique. Donc lui, il rajoute le générique, il rajoute les virgules sonores. Il met en musique, en fait. C'est vraiment le chef d'orchestre. Je lui donne la matière et il en fait quelque chose de beau, d'agréable à écouter. Donc c'est la seule personne extérieure avec qui tu travailles, en fait. Tu fais tout toute seule. Oui. Pour des raisons financières aussi, je peux pas m'entourer ou à moins qu'il y ait des... tu collabores aussi avec un photographe. Un photographe, voilà. Pas sur tous les épisodes, mais il m'a beaucoup accompagné sur Pionnière. Sur les Pionnières. Exactement. Et sur le Larzac. Ça a donné lieu à une petite exposition. Oui, une c'est expo. intéressant aussi parce qu'on parle beaucoup de voix, mais j'ai trouvé que la série Pionnière, elle était fort bien accompagnée de ces photos aussi. Ouais. Et on va essayer de la faire tourner un peu plus sur le département comme support, notamment auprès des collèges, des lycées, de pouvoir voir ces femmes et avec un QR code les écouter. Je pense que c'est un support vraiment sympa qu'on va essayer de développer. Mais Mathieu, je ne pouvais pas le payer, quoi. Je n'ai pas les moyens de le rémunérer. Il n'y a que l'ingénieur du son que je rémunère grâce à une bourse que j'ai remportée de la SCAM, qui est mon gestionnaire de droits d'auteur. Donc, il m'a donné un petit budget pour fonctionner, mais un budget qui s'est tari aujourd'hui. Donc, je suis dans une recherche de financement, mais en tout cas, voilà, même s'il y a plein de gens qui voudraient bosser, je suis pas encore en mesure de les payer et je n'aime pas l'idée de... Enfin, voilà, je n'ai pas envie de les exploiter non plus. Donc, ça m'amène d'ailleurs sur une des questions, de mes dernières questions, quels sont tes projets pour Finta? C'est quoi, ça va être quoi? C'est quoi la suite? Donc là, je suis au milieu de la 3e saison. Ouais. Dans les prochaines semaines, je vais relancer un peu la série Pionnière avec des nouvelles pionnières. Combien? Elles seront 4. Ok. 4 pour compléter les 7 de la première saison. Donc ça va être la fin de l'hiver avec les pionnières. Et je continue la saison assez classiquement avec d'autres rencontres jusqu'à l'été. Je repars sur un documentaire sonore que j'aimerais faire sur Pigoué, sur l'émigration avéronaise en Argentine. Cette histoire que je ne connais pas. Donc là, il faut vraiment que je reparte de zéro. Ce qui m'amènera à la fin de la saison 3. Et je suis actuellement en train de m'entourer de partenaires financiers. Donc je suis en train de contacter toutes les collectivités locales, des entreprises privées du territoire, pour avoir un modèle économique qui me permet d'être ambitieuse à la rentrée 2024, donc en septembre 2023, pour le lancement de la saison 4. Parce que j'ai envie d'aller sur du reportage sonore, j'ai envie de tenter des formats audio qui, en termes de montage, sont plus exigeants, de mixage aussi, et donc sur lesquels je ne peux pas m'engager sans avoir de financement. Voilà. Ça fait 2 ans que je suis sur mes économies avec Finta aussi, et je crois que c'est un peu la limite de l'ambition éditoriale. Parce que tant que j'aurai besoin d'avoir des contrats à temps plein à côté pour vivre, eh bien, Finta sera limitée à mes soirées et mes week-ends, mes jours de congé. Et je trouve que c'est dommage, après 2 ans, d'avoir une belle audience, d'avoir noué tous ces liens pour pas, je dirais pas aller au bout, mais pour continuer, quoi. C'est ça. Pour le faire grandir. Continuer, Peut-être aller vers quelque chose de plus polymorphe. Exactement. J'aimerais vraiment beaucoup que peut-être les pionnières finissent en livre aussi. Qu'il puisse y avoir des publications sur des sujets. J'ai aussi envie que Finta soit un prétexte à la rencontre aussi. J'ai pas envie qu'on soit chacun que dans nos salons avec nos écouteurs, mais que ça puisse donner lieu à des rencontres. Je suis un peu sur tous ces projets pour que Finta soit... En tout cas, que ce contenu sonore vive de plein de manières différentes. Pour permettre au plus grand nombre de
d'avoir accès à ces témoignages, quoi. Et si je te posais la question traditionnelle pour finir, Lola, en quoi tu crois ? Je crois en la force des mots, en la force des histoires. Et je crois aussi beaucoup à la force du récit dans une échelle humaine dont on parlait au début du podcast. Parce que le récit, c'est finalement qu'un prétexte à agir, qu'une première étape pour... Parce que le récit, on le reçoit, on le digère et on en fait quelque chose, chacun individuellement. Et je crois que c'est dans une petite échelle, quand ça devient palpable, que les initiatives sont concrètes, que ça nous donne envie de faire notre part. Et j'ai lu cette semaine une phrase de Kant, du philosophe, que j'ai notée. Il dit « Rien de grand n'a été accompli sans l'enthousiasme dans le monde ». Et on revient un peu à la ligne un peu peps de Finta, un peu fraîche. Mais en fait, je crois qu'on en a franchement besoin. Beau mot de la fin, je trouve. Merci aussi de t'être prêté au jeu et d'avoir bien voulu te livrer un peu, nous faire entendre un peu plus ta voix à toi. C'était chouette. Et encore joyeux anniversaire, Finta.